Bien, merci à tous d'être là. Merci également aux personnes qui sont présentes à distance. Donc nous reprenons le fil de cette journée, donc qui a été très riche ce matin, et que nous allons poursuivre avec des communications non moins riches. En ouvrant donc ce second volet de la journée dédié au rapport locatif de demain, avec cette question vers un nouvel équilibre, alors question qui a déjà été effleurée ce matin, enfin même plus qu'effleurée d'ailleurs, approfondie, à la fois pour les baux résidentiels et les baux d'activité. Donc nous allons tout d'abord y revenir sous l'angle de cette question. Est-ce que un équilibre est impossible ou pas? Avec tout d'abord l'intervention de Franck Juredieu, maître de conférence en droit privé à l'université de Tours, qui va donc évoquer cette question, un ordre public en mutation, point d'interrogation, analyse comparée des statuts impératifs des baux commerciaux et des baux d'habitation, donc les deux baux dont il a déjà été question ce matin. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, et j'en profite pour vous adresser mes plus vifs remerciements pour l'invitation, l'organisation de cette belle journée et votre accueil. L'étude de l'ordre public peut rapidement produire un sentiment de découragement. L'impression prend tout d'abord racine dans le caractère fuyant de l'ordre public. La notion est malaisée à délimiter car infiniment variable dans le temps et l'espace. La formule est connue, l'ordre public ne se laisse enfermer ni dans une définition ni dans un catalogue. L'obstacle peut toutefois être contourné en conférant une nature essentiellement fonctionnelle à la notion. L'ordre public est la régulation légale de la relation contractuelle permettant de tracer la frontière entre le domaine réservé à la loi et celui de la liberté contractuelle. Le vertige demeure néanmoins à la lecture de l'immense littérature sur cette question, et c'est particulièrement vrai pour l'ordre public dans les baux commerciaux, dont les articles se sont succédés ces dernières années à un rythme soutenu. Au surplus, la place respective de l'ordre public dans les baux commerciaux et les baux d'habitation est si différente que toute approche comparative paraît de prime abord exclue. On souligne le plus souvent que l'ordre public dans les baux commerciaux demeure relativement cantonné, et c'était notamment l'objet de la communication de Sarah ce matin. L'emprise du statut impératif est large, mais n'est pas comparable à celle prévalant dans les baux d'habitation. Pour mémoire, l'article 2 de la loi de 1989 pose le caractère d'ordre public des articles 1 à 25-2, soit les rapports entre les bailleurs et les locataires. En dépit de ces différences, qui sont sans doute davantage de degré que de nature, la confrontation des deux statuts présente l'intérêt de décloisonner les baux immobiliers et aussi de favoriser un regard différent sur les règles et les notions étudiées, ainsi que l'identification éventuellement de certaines tendances ou évolutions. La réglementation spéciale des baux immobiliers fait naître également des problématiques similaires. La doctrine s'est interrogée pour les deux statuts sur la réalité de l'équilibre dans les relations contractuelles, au-delà de l'affirmation de principe de l'article 1er de la loi de 89, sur lequel les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés. La doctrine a aussi questionné l'influence de cette réglementation contraignante sur le marché locatif, qui concerne les baux commerciaux et les baux d'habitation. C'était l'objet aussi de communication ce matin. Ces débats ressurgissent fréquemment, laissant l'impression d'une matière qui est en crise constante. Et déjà en 1959, le rapport UF-Armand sur les obstacles à l'expansion économique accusait le statut des baux commerciaux d'être un frein à la construction immobilière et de scléroser les structures commerciales. Les appels à la transformation de ces statuts sont récurrents, et c'est vrai que plutôt que de s'interroger à nouveau, puisque ça a été fait notamment ce matin sur ces symptômes, il nous a semblé pertinent de mener la réflexion autour d'un autre axe, celui des mutations de l'ordre public dans les baux immobiliers. En dépit d'une histoire complexe, le mouvement législatif de fond a été celui d'un renforcement des droits du preneur au détriment du bailleur et de la propriété immobilière. Il en résulte que l'ordre public est présenté comme étant de protection, à la fois en matière de baux d'habitation et de baux commerciaux. Pourtant, ces dernières années, la réglementation des baux commerciaux fait l'objet d'une analyse renouvelée. L'ordre public textuel serait devenu de direction. Alors, ce mouvement est-il réel? Peut-il être transposé aux baux d'habitation, dont la question de l'ordre public a fait l'objet peut-être d'une moindre attention de la part de la doctrine?
Alors, selon nous, le mouvement actuel ne réside peut-être pas dans un basculement des baux immobiliers dans l'ordre public de direction, mais plus justement dans une ambivalence de l'ordre public, marquée peut-être par un dépassement de la distinction entre protection et direction. La tendance est celle d'un renforcement évidemment de l'ordre public, mais de plus en plus décorrélé de la dichotomie traditionnelle et dont les multiples formes et manifestations méritent d'être identifiées et appréciées. Nous voyons donc à la fois dans une première partie l'ambivalence de l'ordre public et dans une deuxième partie on s'intéressera au renforcement de l'ordre public dans les baux immobiliers. S'agissant de l'ambivalence, je l'ai dit, il est courant aujourd'hui d'affirmer que les baux commerciaux auraient basculé dans l'ordre public de direction. À l'inverse, les baux d'habitation connaîtraient une plus grande stabilité, entre guillemets, les normes demeurant essentiellement de protection. Une autre lecture est peut-être possible, elle serait la suivante. Alors que le statut des baux commerciaux connaît une forme d'hybridation de ces dispositions d'ordre public, celui des baux d'habitation s'avère de plus en plus composite. Donc, d'un côté, le caractère hybride de l'ordre public dans les baux commerciaux et le caractère composite de l'ordre public dans les baux d'habitation. Le statut des baux commerciaux est traditionnellement associé à l'ordre public de protection et la troisième chambre civile demeure attachée à cette vision de l'ordre public et à la possible renonciation qui lui est associée lorsque les conditions sont réunies. Sa jurisprudence est constante et peut s'expliquer par le fait qu'en tant que professionnel, l'exploitant doit conserver une certaine liberté dans l'exercice de sa volonté contractuelle. Ce n'est qu'à l'égard de rares dispositions, celles par exemple du code monétaire et financier relative à la variation de l'indice et la limitation des clauses d'indexation, que la qualification d'ordre public de direction paraît s'imposer. Pour le reste, la fonction du statut impératif des baux commerciaux demeure de protéger l'activité de l'exploitant et la propriété immobilière. Les origines de la loi de 1926 reposaient déjà sur cette idée. L'objectif de la réforme était de lutter contre l'accaparement par le bailleur ou un concurrent de la plus-value réalisée par le preneur au cours du bail en raison de l'absence de renouvellement de celui-ci. La loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, a ébranlé cette présentation classique. Alors que les atteintes à l'ordre public étaient sanctionnées par la nullité de la clause litigieuse, cette loi a substitué à cette sanction, ça a été dit ce matin, celle du réputé non écrit. Or, selon la doctrine majoritaire, ce changement de sanction induirait un glissement du statut des baux commerciaux vers l'ordre public de direction. Plus précisément, puisque la renonciation à un droit est la marque du caractère d'ordre public de protection, l'impossibilité de toute confirmation du réputé non écrit par le preneur révélerait la mutation de l'ordre public. Alors c'est vrai que le caractère automatique, ou pour le dire autrement, de plein droit du réputé non écrit est ce ab initio, et l'absence par conséquent d'un droit de critique entre les mains de son bénéficiaire font douter de l'existence d'un droit à la renonciation. La question n'a pour l'instant néanmoins pas encore été tranchée par la jurisprudence dans les baux commerciaux. Et à titre de comparaison, en matière de bail rural, la Cour de cassation a déjà admis que le réputé non écrit pouvait faire l'objet d'une renonciation de la part du preneur. C'est une solution qui peut paraître surprenante, mais qui s'explique peut-être par le fait que le réputé non écrit est une sanction récente, encore relativement peu théorisée, et qui surtout se caractérise par sa très grande plasticité. Donc il est, de ce point de vue-là, incertain de faire dépendre une évolution profonde du statut des baux commerciaux d'une sanction, entre guillemets, opportuniste et hermétique à toute catégorisation. Puis par ailleurs, les travaux parlementaires de la loi 2014 sont restés silencieux sur le changement de nature de l'ordre public. Le basculement vers un ordre public de direction impliquerait que les dispositions du statut des baux commerciaux répondent désormais à d'autres finalités que la protection du preneur et ce qu'on appelle la propriété commerciale, et donc liée à l'intérêt général. Et donc un changement de sanction ne peut peut-être, a priori, induire à lui seul une transformation de la nature de l'ordre public, à plus forte raison lorsque la sanction en question a été introduite sans réflexion d'ensemble de la part du législateur. Et à titre de comparaison, l'essor du réputé non écrit dans les baux d'habitation, ou dans d'ailleurs aussi le droit de la consommation, n'a pas conduit la doctrine civiliste à reconnaître une mutation de l'ordre public. Donc si, d'un point de vue du régime, la loi Pinel a rapproché le statut des baux commerciaux de l'ordre public de direction sous les réserves que j'ai énoncées, la nature de la réglementation, elle, n'a pas varié, voire même pour certains marque un renforcement de l'ordre public de protection.
certains auteurs ont constaté un glissement des baux commerciaux vers une fonction non pas seulement économique de préservation du fonds, mais sociale aux fins de protection de la personne de l'exploitant du fonds. Et ainsi pourraient se comprendre les règles relatives à la déspécialisation, marquant une tendance à la subjectivisation de la réglementation des baux. Finalement, les réformes successives conduisent à une forme d'hybridation de l'ordre public, montrant autant les limites de l'opposition protection-direction appliquée aux baux que la complexification de la réglementation applicable à ce statut. Et un constat, alors pas similaire, mais équivalent, peut être dressé pour les baux d'habitation. C'est le second aspect de cette première partie, le caractère composite de l'ordre public dans les baux d'habitation. Le statut des baux d'habitation est généralement présenté comme l'archétype de l'ordre public de protection. La réglementation vise à protéger la partie faible au contrat dans une logique qui a été rapprochée, voire parfois assimilée, au droit de la consommation. La qualification d'ordre public de protection prend notamment appui sur le fait que le bailleur ne va se prévaloir du non-respect des conditions posées par l'article 3 de la loi de 89 et donc que la sanction serait la nullité relative du contrat, qui est caractéristique de cet ordre public de protection. Et par ailleurs, la jurisprudence serait aussi en ce sens. On peut quand même faire valoir des arguments afin de relativiser cette approche sur la nature de l'ordre public. Comme pour les baux commerciaux, il est difficile de faire d'une sanction au domaine, d'ailleurs, limité aux obligations rédactionnelles du contrat de location, le critère de détermination de la nature de l'ordre public pour l'ensemble du statut des baux d'habitation. Et l'arrêt peut-être le plus marquant sur la nature de l'ordre public en matière de baux d'habitation et qui date de 1999 affirme par ailleurs que certaines dispositions d'ordre public du statut des baux ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur. C'est pas seulement dire que l'ordre public protège aussi le bailleur, et ça ressort évidemment de certaines dispositions de la loi de 89, mais aussi, semble-t-il, que le statut des baux d'habitation répond à des enjeux dépassant les intérêts particuliers. Donc sans aller jusqu'à dire que le statut des baux d'habitation est constitutif d'un ordre public de protection, la tendance des réformes récentes est au renforcement d'un ordre public de plus en plus composite. Cette recomposition du droit des baux, qui est une source de complexification, se vérifie en pratique dans la diversification des sanctions. La nullité relative caractéristique de l'ordre public de protection s'efface au profit d'autres sanctions telles que l'octroi de dommages à intérêts, l'amende administrative, la régularisation du contrat, le réputé non écrit, etc. Ce mouvement est particulièrement visible dans la loi SRU de 2000 qui impose aux bailleurs de remettre aux locataires un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Cet objectif de décence, conséquence et concrétisation du droit au logement, s'inscrit dans une politique législative de l'habitat qui transcende la protection individuelle des preneurs et donc qui ne peut pas être réduit à la seule notion d'ordre public de protection. Les progrès attendus en matière d'hygiène, de santé ou encore visant à assurer la transition énergétique concernent la société dans son ensemble. Reste à savoir si cette évolution du statut des baux d'habitation peut avoir une incidence sur la question de la renonciation à la réglementation de l'ordre public, qui est l'enjeu de la distinction entre ordre public de protection et ordre public de direction. Dans un arrêt de 2010, la troisième chambre civile a considéré que les parties au contrat de bail ne pouvaient faire peser sur le locataire, même moyennant une diminution des loyers, la charge des travaux d'un logement ne répondant pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité. Donc, si l'arrêt ne tranche pas la question d'une rénonciation postérieure à la conclusion du bail, à mon avis, la réponse ne fait pas de doute. Il ne serait pas acceptable d'admettre une renonciation à l'exigence de décence, par exemple par l'usage de la réduction des loyers, alors que le besoin de protection n'a pas cessé. L'article 20-1 de la loi de 89, relatif à la procédure d'exécution des travaux à réaliser, fait d'ailleurs de la réduction des loyers une action subsidiaire et seconde, en aucun cas une action autonome qui autoriserait la renonciation à un logement décent moyennant une diminution des loyers. Donc c'est un glissement du statut des baux d'habitation vers un ordre public composite auquel nous assistons, rendant l'opposition entre protection et direction insuffisante peut-être à rendre compte de la complexité du statut des baux d'habitation. L'idée générale, celle que je vais développer, désormais, c'est celle d'un renforcement de l'ordre public décorrélé de la dichotomie protection-direction. En deux, le renforcement de l'ordre public dans les baux immobiliers.
ça a déjà été dit, mais les statuts sont marqués par une activité législative et jurisprudentielle intense, et les manifestations de l'expansion de l'ordre public sont à la fois spatiales et temporelles. Donc, je vais m'intéresser à ces deux formes d'expansion. Tout d'abord, l'expansion spatiale. Ce que je souhaite dire, c'est que l'extension de l'ordre public est vérifiable à la fois au sein du statut des baux immobiliers et dans les faits de contamination de cet ordre public dans les autres branches du droit. L'expansion de l'ordre public des baux immobiliers n'est pas toujours le fait du législateur. Dans les baux commerciaux, où on l'a dit, les règles impératives ont un domaine plus restreint, c'est l'ordre public virtuel, jurisprudentiel tout particulièrement, qui est en expansion. La Cour de cassation n'hésite pas à suppléer le silence du législateur afin de déclarer certaines dispositions d'ordre public, ainsi par exemple de l'article relatif à la garantie solidaire du cédant d'un bail commercial. La coexistence de deux sources d'ordre public distinctes crée des difficultés qui n'ont pas encore été tranchées à ma connaissance par la Cour de cassation. Il s'agit de savoir si le répiton non écrit doit être la sanction uniquement de l'ordre public textuel ou également la sanction de l'ordre public virtuel, ou bien si le domaine de la nullité demeure pour l'ordre public virtuel. À mon sens, le répiton non écrit a vocation à régir toutes les dispositions d'ordre public, que ce soit un ordre public textuel ou virtuel. Le renforcement, cette fois-ci légal, des contraintes s'inscrit dans une perspective dirigiste, marquée, on l'a dit aussi ce matin, par des finalités extrêmement différentes, qu'il s'agisse de la lutte contre les discriminations, la protection du consentement du preneur à l'image de ce que réalise déjà le droit de la consommation, d'encadrement des loyers, et cela conduit à une hétérogénéisation des sanctions applicables. Les lois se succèdent aussi afin de modifier l'équilibre contractuel en faveur le plus souvent du locataire, mais aussi parfois du bailleur, comme c'est le cas de la loi de 2023, dite Kasbarian, pour les baux d'habitation. L'expansion spatiale de l'ordre public prend d'ailleurs pour cette dernière loi une forme tout à fait inattendue, puisqu'elle n'affecte pas seulement le statut des baux, mais aussi les stipulations contractuelles, le contenu contractuel fixé par les parties. L'article 24 de la loi de 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location. En d'autres termes, cette disposition ne crée pas un nouveau cas de résiliation légale opérant dans un délai précis de 6 semaines, mais consacre une idée assez nouvelle et un petit peu floue conceptuellement d'une clause contractuelle d'ordre public qui serait réputée écrite. Cette extension de la réglementation des baux a pour conséquence aussi d'augmenter les conflits ou les difficultés d'articulation avec d'autres ordres publics. Pour prendre un exemple, en droit des entreprises en difficulté, la Cour de cassation a précisé que la résiliation et la cession d'un bail en cours dans le cadre d'une liquidation judiciaire devaient se faire dans le respect de la loi de 89, ce qui impliquait notamment de délivrer un congé pour vendre. Donc la solution conduit à une paralysie des dispositions du livre 6 du Code de commerce sur les contrats en cours. Elle n'était pas évidente parce que le livre 6, on le dit, consacre en principe un ordre public de direction, mais on voit que selon cette jurisprudence, il y a une forme de primauté du statut des baux d'habitation sur les procédures collectives. S'agissant de l'expansion temporelle, alors c'est une formule qui peut paraître un peu surprenante, mais qui vise à appréhender deux tendances parmi d'autres de l'ordre public en droit des baux. Tout d'abord, c'est l'évolution des questions de prescriptibilité dans le droit des baux. L'essor du réputé non écrit et l'imprescriptibilité qui en résulte s'inscrivent évidemment dans ce mouvement. Ainsi que le montrent les travaux préparatoires, l'objectif de la loi Pinel était de renforcer le caractère d'ordre public des dispositions du Code de commerce en les soustrayant à la prescription biennale des actions en nullité, et ainsi de mettre fin à ce qu'on a pu appeler le blanchiment des clauses illicites. Tout aussi importante est la jurisprudence récente qui a été rendue tant pour les baux commerciaux que les baux d'habitation au sujet de l'obligation de délivrance. Y voyant une obligation continue du contrat de bail, la Cour de cassation considère que la persistance du manquement du bailleur à celle-ci constitue un fait permettant au preneur d'exercer l'action en résiliation du bail, quand bien même la défaillance aurait déjà été constatée il y a plus de 13 ans. Donc on a une extension de la prescription en dehors du cadre de l'article 2224 du Code civil
qui montre l'importance de cette obligation d'ordre public et la volonté du juge de favoriser sa sanction, résolution, exécution forcée, tant que dure le contrat de bail et indépendamment du délai de prescription. La seconde tendance est plus classique, mais elle se caractérise toujours par sa vigueur. Elle concerne la date d'acquisition du droit d'ordre public et plus généralement l'application de la loi dans le temps. Alors, on connaît l'exception des considérations impérieuses d'ordre public qui permet de longue date d'appliquer une loi nouvelle à un contrat en cours, mais la Cour de cassation en matière de baux fait usage d'une autre exception à la survie de la loi ancienne, qui est celle des effets dits légaux. Donc, selon cette jurisprudence qui est caractéristique des matières fortement teintées d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets juridiques en vertu non du contrat, mais de la loi. La Cour de cassation fait un usage régulier de cette règle de l'effet légal et récemment, elle a appliqué ce principe pour la sanction du réputé non écrit, donc à une clause de résiliation prévoyant un délai inférieur à 1 mois, clause qui avait pourtant été mise en œuvre avant l'entrée en vigueur de la loi Pinel. Il arrive même à la Cour de cassation de ne pas s'embarrasser de la référence à l'effet légal et de considérer qu'une disposition, parce qu'elle est d'ordre public, s'applique au contrat en cours, et portant une atteinte, là encore plus grave, à la liberté contractuelle et à la prévisibilité des parties. En définitive, si la critique a déjà été énoncée notamment ce matin, elle mérite à nouveau d'être redite. La matière des baux commerciaux et des baux d'habitation paraît prise de passion pour l'ordre public, et la succession de lois et de régimes utilisant des outils très différents, parfois inédits, conduit à une absence d'unité et de lisibilité, et l'atteinte à la sécurité juridique qui en résulte est sans doute un frein, au moins psychologique, à l'investissement locatif. L'ordre public, souligne-t-on généralement, c'est d'abord le contraire du désordre. Il sert en principe la stabilité. Il est parfois difficile de retrouver ces caractéristiques de l'ordre public dans le statut des baux. Je vous remercie. Je vous remercie pour cet exposé fort éclairant sur l'évolution de la notion d'ordre public qui pouvait effectivement être considérée comme un frein à la liberté qui normalement encadre les rapports locatifs. Alors, on avait déjà effectivement évoqué cette question ce matin, donc l'ordre public peut ou non être un frein, mais le problème, et c'est ce que vous avez très bien démontré, c'est que cette notion reste finalement entourée d'incertitudes, et cette incertitude génère une insécurité qui n'est pas favorable à l'investissement immobilier, qu'il soit donc résidentiel ou commercial. Et je vous remercie d'avoir pris à bras le corps l'ensemble de ces règles particulières, parce que, comme je l'ai évoqué ce matin, rares sont les travaux qui abordent de manière transversale ces baux spéciaux, qui sont effectivement soumis à une logique, comme si vous l'avez très bien évoqué, tout à fait distincte. Alors, on va poursuivre sur cette question de l'équilibre, possible ou non, avec Monsieur Brignon, qui nous rejoint donc à distance et qui va donc, comme je l'ai évoqué ce matin, donc Monsieur Brignon est maître de conférence en droit privé à l'université Aix-Marseille. Et donc nous allons l'écouter sur la question de l'équilibre des rapports locatifs en regard de cette fameuse transition écologique que nous avons aussi évoquée ce matin. Et donc il poursuivra cette étude comparée sur le point de savoir si ces deux éléments sont des impératifs inconciliables en regard du respect dû au droit de propriété. Donc après la liberté conventionnelle, donc nous allons passer maintenant à cette deuxième valeur fondamentale, ce deuxième droit fondamental qui est le droit de propriété. Vous avez la parole, Monsieur Brignon. Je vous remercie bien vivement, chers collègues, de m'avoir invité à participer à ce colloque. Merci beaucoup. Désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des représentants d'Aix-Marseille. Je pense à ma collègue Laetitia Tranchant que je salue. Moi, je suis un peu moins bon élève, mais l'emploi du temps et les questions logistiques font que, effectivement, il était difficile pour moi de venir sur ce beau campus que pourtant je connais un peu quand même de Saint-Martin-d'Air. Mais bon, les contraintes d'emploi du temps font qu'il n'était pas possible pour moi d'être là. Mais tant pis, je me suis privé
sans doute d'un bon repas la veille. Tout à fait. Et sans doute, Alors, je vous et coupe sans un doute instant. Est-ce qu'il vous serait possible d'augmenter le volume Ah, sur votre ordinateur? Parce qu'on vous entend, oui. mais ça reste quand même relativement Ah. faible. Là, nous Est-ce sommes... que c'est un peu mieux à présent? Oui, très bien. Voilà, j'ai augmenté. Très bien. Oui, donc je disais que je m'étais sans doute privé d'un dîner sympathique hier soir et puis de voir aujourd'hui les collègues et les différents participants parce que c'est vrai que l'intérêt des colloques, c'est pouvoir se rencontrer. Donc, bon, ben, tant pis pour moi. J'espère que je pourrai me rattraper. Merci beaucoup, chers collègues, hein, pour l'organisation de ce colloque où vous m'avez un peu obligé à me pousser un peu dans mes retranchements parce que moi, je suis plutôt d'une formation affairiste. Alors, quand on me parle de droit des sociétés, des sociétés d'exercice libéral, là, je suis dans ma zone de confort. Quand on me parle des baux commerciaux aussi, en revanche, sur le terrain du droit de propriété, je suis un peu moins à l'aise, mais cela m'a permis de retravailler ces sujets que j'aime bien tout de même. Donc merci beaucoup. Il m'a été demandé de traiter le sujet tel qu'il apparaît sur le programme, à savoir, et je le lis avec vous, l'équilibre des rapports locatifs et la transition écologique sont-ils des impératifs inconciliables en regard du respect dû au droit de la propriété? Point d'interrogation. Derrière ce titre, sans doute un peu alambiqué, se cache en réalité une problématique qui est, on va le voir, complexe, mais une problématique qui est très claire et très actuelle et donc inscrite dans la pleine dynamique de cette journée. D'un côté, c'est vrai, il y a le droit de propriété, vous l'avez dit, droit de propriété qui est un pilier du Code civil, je n'y reviens pas, et d'un autre, il y a l'urgence de la transition écologique et donc cet impératif social de l'équilibre locatif. Je prendrai surtout des exemples dans les baux d'habitation et dans les baux commerciaux. Alors, est-ce que ce sont des impératifs inconciliables? Non, je ne pense pas. Pas nécessairement, mais leur articulation reste assez complexe. Donc, je le disais d'abord, d'un côté, il y a le droit de propriété. Ce droit de propriété, c'est le Code civil, c'est l'article 17 de la DDHC. Donc, on reste sur des sujets fondamentaux, mais un droit de propriété qui évolue conformément à la jurisprudence, qui rappelle assez régulièrement toutes les nuances qui peuvent être apportées à ce droit de propriété, des nuances qui sont justifiées par un objectif d'intérêt général et bien entendu aussi proportionnées par rapport à cet objectif d'intérêt général. Ici, évidemment, parmi les objectifs, notamment à valeur constitutionnelle, eh bien, il y a la protection de l'environnement, donc parfaitement reconnu aujourd'hui comme objectif à valeur constitutionnelle. Et donc, on a ce droit de propriété, si vous voulez, qui est tempéré par une fonction sociale et une fonction environnementale. Ici, on a d'abord ce qu'on peut appeler peut-être l'érosion de l'usage souverain. Le propriétaire, alors là je suis plutôt sur le terrain des baux d'habitation, le propriétaire d'une passoire thermique entre guillemets ne peut plus vraiment jouir de son bien comme il le faisait avant, comme il l'entendait, puisqu'on a, et ça a été dit, hein, puisque j'ai suivi depuis ce matin quand même un petit peu les interventions, compte tenu des dernières lois sur le réchauffement climatique, il n'est plus possible de louer certains logements qui sont classés G ou qui sont classés F. Sachant que là, on a quand même des différences selon que l'on est en métropole, sur le continent ou dans les territoires ou les départements d'outre-mer. Point important tout de même, la loi considère désormais dans les baux d'habitation que la décence d'un logement inclut sa performance énergétique. Donc c'est vrai que le DPE, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais effectivement, on a un lien aujourd'hui dans les baux d'habitation par rapport à la décence, donc cette notion qui reste quand même fondamentale dans les baux d'habitation. Donc, l'érosion de l'usage souverain, et puis à côté de cela, on a une évolution, un concept de propriété, mais de propriété qu'on pourrait appeler de propriété devoir, de telle sorte que l'on passe, ou que l'on passerait d'un droit de disposer d'un bien, ce qui était une conception assez classique, à une obligation plutôt d'entretenir ce bien et de l'entretenir selon des normes sociales, ou plutôt des normes collectives, dont il n'est pas très bien vu de s'écarter. Le respect dû à la propriété, ainsi, s'efface devant l'intérêt général de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, quelques mots à présent sur le défi de l'équilibre locatif. En gros, pour faire simple, qui paie quoi? Qui paie la facture?
Alors évidemment, comme on parle de factures, comme on parle d'argent, c'est ici que les difficultés s'intensifient, c'est ici qu'on trouve le point d'achoppement le plus névralgique, si je puis dire. L'équilibre locatif repose sur une adéquation entre le loyer, revenu du bailleur, et le service rendu, logement décent pour le locataire ou logement conforme à la destination pour un locataire commercial, artisanal ou industriel. Et donc c'est ici que se situe le point de rupture ou éventuellement le risque de rupture de l'équilibre. D'abord du côté du bailleur, eh bien on a effectivement les travaux de rénovation qui peuvent coûter globalement cher, voire très très cher, de telle sorte que le rendement locatif peut s'effondrer à cause de l'investissement requis sans qu'il y ait aucune possibilité de répercuter cela sur le coût du loyer, ou alors si, peut-être on peut le répercuter, mais si c'est pour si c'est pour asphyxier financièrement le locataire, si c'est pour que ce locataire soit en redressement ou en liquidation judiciaire, je crois que là, le remède est pire que le mal, et donc le but n'est pas du tout atteint. C'est la raison pour laquelle aussi, dans les baux d'habitation, et peut-être demain, même si ça me paraît extrêmement choquant, sur le terrain de la liberté, du commerce et de l'industrie, c'est la raison pour laquelle on a cette question de l'encadrement des loyers, sur laquelle je reviendrai, et sur laquelle déjà pas mal de collègues se sont exprimés. Et donc, le bailleur, finalement, de manière un peu contradictoire, mais peut presque parfois se sentir exproprié dans les faits par rapport au coût énergétique d'une rénovation globale que tel ou tel immeuble pourrait avoir. Et donc, la transition écologique, du côté du bailleur, finalement, est perçue, à quelques exceptions près, plutôt comme une contrainte, et plutôt comme une contrainte croissante, puisque donc cette transition écologique se traduit pour le bailleur par une multiplication d'obligations. J'en recense quelques-unes. L'interdiction, je le disais, l'interdiction de louer certains biens qui sont des passoires thermiques, l'obligation de rénover certains immeubles, et puis la question de l'encadrement des loyers, parfois corrélée à ce sujet de la performance énergétique. De manière un peu plus pratique, on peut noter quand même dans le cadre des baux commerciaux, et j'aurai l'occasion un peu aussi d'y revenir, l'importance croissante, y compris dans les baux commerciaux, mais pas dans tous, du DPE, du diagnostic de performance énergétique, et bien entendu dans les baux commerciaux d'une certaine taille, l'annexe environnementale et le décret tertiaire avec la plateforme Opéra, qui fait extrêmement peur en pratique dans le cadre des baux commerciaux. Et donc, du côté du propriétaire, effectivement, on y voit un coût financier important, une impossibilité de reporter cela sur le prix du loyer, et donc finalement une restriction à la liberté de disposer du bien. Du côté du locataire, c'est pas forcément plus glorieux, parce qu'effectivement la transition écologique peut, pour ce locataire, se matérialiser par une augmentation plus ou moins sensible du loyer, ou alors carrément, et c'est pour ça peut-être qu'on aboutit parfois à des situations de vacances, ou alors carrément à une éviction du marché, puisque dans certaines hypothèses, et quand c'est possible, finalement, le propriétaire décide de vendre plutôt que de louer, et donc on aboutit à ces sujets aussi qu'on aborde depuis ce matin, à savoir la vacance. Donc l'idée dans ces rapports locatifs, c'est quand même de protéger le locataire, mais sans toutefois écraser le bailleur, et en même temps, c'est d'imposer aussi certaines contraintes au bailleur, mais sans pour autant non plus lui aussi, si je puis dire, l'asphyxier. Et donc, il faut vraiment essayer de trouver un point d'équilibre entre bailleurs et entre entrepreneurs. Ce qui est sûr, c'est que les tensions sont bien réelles. Je crois que c'est Christelle Coutan-Lapalu qui le disait ce matin, que les bailleurs, il faut sortir un peu de cette image où effectivement le bailleur n'est pas forcément toujours la partie forte du contrat. C'est vrai, on a des bailleurs qui sont des parties fortes, mais on a des preneurs qui sont des parties fortes aussi. Et donc on a effectivement certains propriétaires qui sont modestes et qui donc peuvent être mis aussi en difficulté, ne serait-ce que par le coût des travaux. Donc ça, c'est une première tension, difficulté au niveau du bailleur. On a également ensuite et c'est la vacance, un retrait du marché locatif qui réduit donc forcément l'offre. Et c'est vrai en matière de baux d'habitation, et c'est vrai aussi en matière de baux commerciaux. Donc il existe un risque d'atteinte vraiment excessive au droit de propriété de part et d'autre.
Donc, est-ce que ce sont des impératifs inconciliables? Je ne le crois pas, non. Je pense que les impératifs sont conciliables. C'est ce que je vais développer à présent, mais de manière assez rapide et synthétique dans une première partie. Des impératifs qui sont conciliables, à mon avis, par la boussole verte, par la valeur verte, et en prenant appui sur une idée ancienne, assez ancienne, que l'on trouve ancrée dans le droit des baux commerciaux, où pour moi, et ça c'est peut-être parce que je le rattache au droit des sociétés, mais ça c'est difficile de faire autrement pour moi, mais c'est de considérer ici le bailleur et le preneur comme des associés. C'est vrai en matière de baux commerciaux, c'est un peu moins vrai en matière de baux d'habitation. C'est ce que je rappellerai très rapidement dans une première partie. Donc, première partie, des impératifs conciliables par cette boussole verte. Pour que ces notions soient conciliables, ou plutôt pour que ces notions ne soient pas inconciliables, eh bien, le législateur, et tant mieux, avec le marché, avec l'aide du marché plus ou moins autorégulé, tente de créer donc une convergence d'intérêts. C'est pour ça que je parle d'association ou d'associés entre bailleurs et preneurs. De quelle manière? Eh bien, de plusieurs manières. On a d'abord ce que l'on appelle, ce qu'on pourrait appeler l'amortissement par les charges. Ici, je fais référence à l'idée de l'investissement du propriétaire qui réduit les factures d'énergie du locataire, mais l'idée étant de transférer une partie de l'économie des charges vers une contribution aux travaux payés par le locataire. C'est l'idée que l'on tente de mettre en place avec plus ou moins de succès. Et puis, bien entendu, puisqu'on reste quand même sur le droit de propriété, peut-être même la propriété commerciale, évidemment, du côté du locataire, dans un bail commercial. Je pense aussi naturellement à la protection du patrimoine, puisque à terme, un bien qui ne serait pas rénové, que ce soit en matière de baux d'habitation ou en matière de baux commerciaux, bien potentiellement, il perd toute valeur marchande, toute valeur économique, toute valeur économique. Et donc à ce moment-là, la transition écologique, eh bien, deviendrait le moyen, presque le seul moyen peut-être, de sauvegarder le droit de propriété sur une vision à moyen terme ou à long terme. On peut prendre d'autres exemples dans la législation, comme les aides publiques du type MaPrimeRénov', ou etc., ou d'autres éléments qui sont ensuite effectivement soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond et qui contrôlent donc la proportionnalité des atteintes ou pas au droit de propriété. Donc, moi, je pense qu'on peut aller, hein, je suis quand même plutôt optimiste de ce point de vue-là, malgré la vacance, malgré les restrictions du marché locatif. Je pense qu'on peut effectivement tenter de concilier les deux. Je prendrai un exemple très concret dans ma ville, dans la ville dans laquelle je suis, qui est la ville d'Aix-en-Provence. Depuis la crise Covid, j'ai vu cette ville quand même se transformer au niveau des baux d'habitation, mais en particulier au niveau des baux commerciaux. Il y a, c'est pas un scoop malheureusement, mais il y a énormément de redressements et de liquidations judiciaires, et il y a énormément d'enseignes et de boutiques qui changent. Mais ce que je note quand même à Aix-en-Provence, mais je suis pas sûr que ça soit forcément très représentatif de toute la France, mais c'est que l'on conserve quand même des boutiques qui restent encore des petites boutiques, des boutiques artisanales, et qui ne sont pas forcément les mêmes enseignes que l'on retrouve dans toutes les mêmes villes. Alors, combien de temps ça va durer, combien de temps cela va perdurer, je n'en sais rien. Peut-être faut-il aller vers un encadrement des loyers commerciaux. Je ne sais pas si le sujet a été évoqué, mais peut-être par certains collègues, mais vous avez sans doute vu qu'il y a une proposition de loi qui avait été déposée pour encadrer les loyers commerciaux. Alors, que l'on encadre les loyers d'habitation, même si tout le monde n'est pas d'accord, et ça on l'a évoqué largement, bon, ça me semble quand même de bonne loi, parce qu'on parle quand même de l'habitation, on parle du logement, c'est important. Que l'on encadre les loyers commerciaux, ça c'est un autre sujet. Dans l'histoire des baux commerciaux, l'on n'a jamais, mais jamais encadré les loyers commerciaux. Pourquoi? Parce que c'est la Révolution française, 1789, et parce que c'est le décret d'Allard, et c'est la loi Le Chapelier, 1791. On a une fois tout de même encadré un tout petit peu les loyers dans les baux commerciaux, c'est durant la crise Covid, puisque à situation exceptionnelle, on a une réponse exceptionnelle qui n'a pas consisté naturellement à annuler les loyers, parce que cela aurait été contraire au droit de propriété et donc contraire à la Constitution, mais on a limité pendant une certaine durée, dans une certaine mesure, c'était pas très bien fait d'ailleurs, on a limité la hausse des loyers.
commerciaux. On avait un plafonnement à 2,5 ou 3,5%, je me souviens plus très bien. Mais jamais on a eu effectivement un encadrement des loyers. Il y a une proposition de loi qui a été déposée en ce sens. De l'avis des spécialistes des baux commerciaux, c'est une proposition de loi qui devrait a priori pas du tout aboutir. Mais les pouvoirs publics sont quand même sensibilisés à cette question de l'encadrement et donc de l'encadrement des loyers commerciaux. Bon, je pense qu'on a quand même encore pas mal de route à faire si on souhaite arriver sur ce point-là. Seconde partie, mais de manière assez synthétique et de manière assez rapide. Seconde partie, oui, j'y crois, hein, je veux y croire à cette conciliation, mais il y a des limites, naturellement, dans le cadre de cette conciliation des impératifs. Il y a plus ou moins, je dirais, 2 ou 3 limites. La première grande limite que moi je trouve dans la conciliation de ces impératifs, bah, c'est évidemment le reste à charge pour les bailleurs, mais pas pour les gros bailleurs, parce que pour les gros bailleurs, le sujet est financier, mais pas tant que ça finalement. C'est le reste à charge pour les petits bailleurs, puisqu'effectivement, et pardonnez-moi, le coût des travaux peut rester prohibitif, y compris pour les bailleurs, et jamais ils n'arriveront à répercuter cela sur les locataires. Mais en même temps, encore une fois, si c'est pour que le locataire soit en liquidation judiciaire, c'est pas l'objectif non plus. Donc le reste à charge, y compris en matière et surtout en matière de locaux commerciaux, avec la question de l'annexe environnementale, avec la question du décret tertiaire, on est sur des sujets extrêmement sensibles. Et puis effectivement, l'autre limite, mais c'est sans doute lié à la vacance, c'est quand même une pénurie, alors dans une certaine mesure des commerces, mais dans une certaine aussi mesure, même beaucoup plus forte, une pénurie des logements, puisque effectivement, en interdisant la location des biens énergivores, mécaniquement on réduit l'offre. Et donc, si on réduit l'offre, eh bien entendu, mécaniquement, là aussi, on fragilise les locataires les plus précaires. Donc oui, je pense qu'on peut concilier ces impératifs. Et donc, pour rester sur une note plutôt positive, oui, je pense qu'on peut concilier effectivement ces impératifs, qu'il faut aller peut-être vers un renouveau. Peut-être que les contrats spéciaux peuvent nous aider, mais la réforme peut nous aider sur ce point, mais vers un renouveau du contrat de louage, en peut-être redéfinissant la valeur ou la notion de valeur. Le respect qui est dû à la propriété, et qui était mon sujet, ne peut plus être invoqué pour justifier une efficacité énergétique. La conciliation passe nécessairement par un accompagnement de l'État. Alors là aussi, dans quelle mesure, surtout des finances de l'État, ça c'est un autre sujet, mais en même temps c'est extrêmement prégnant, pour éviter que la transition écologique transforme les propriétaires les plus modestes en de nouveaux pauvres en quelque sorte, et des locataires, parce que c'est pas l'objectif non plus, en victimes de pénurie de logements accrus. Et donc en somme, l'équilibre, à mon avis, se trouve dans une négociation tripartite, le bailleur, le preneur, qui sont des associés, mais sans doute aussi l'État, qui à mon avis, est partie prenante. Mais là aussi, est-ce que l'État doit encadrer les loyers commerciaux? Ça, j'en suis pas sûr. Il peut peut-être intervenir d'une autre manière. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire en substance. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour des questions, peut-être après ou dans le chat, s'il y en a par la suite. Je vous remercie pour vos attentions. Bravo. Merci, Monsieur Brignon, pour cette intervention. Effectivement, nous allons réserver les questions pour la fin de l'après-midi, donc mais je suppose que vous allez rester avec nous. Merci pour cet éclairage et ce partage de votre conviction donc d'une finalement voie médiane qui permet de préserver un équilibre en lien avec cette fameuse transition écologique qu'on a déjà beaucoup évoquée aujourd'hui, qui est source de contraintes plurielles. Mais si je vous ai bien compris, donc cette voie intermédiaire, donc cette valeur verte, a un coût, bien évidemment, et on risque d'avoir un marché à deux vitesses, donc des bailleurs qui ont les moyens d'investir ou des preneurs qui s'engagent à faire en sorte que les locaux répondent aux normes environnementales. On aurait également pu parler de la pollution, qui est un autre sujet, mais on ne va pas aller sur tous les terrains, et pas uniquement la déperdition énergétique des locaux, qui
peut tout à fait justifier que l'on ait finalement une reconfiguration du visage de ce que sont les baux immobiliers, avec une adaptation en fonction des profils, non seulement des bailleurs mais des preneurs, de ce droit, avec plus ou moins de réglementation, plus ou moins de contraintes, suivant justement ces différents visages.